Orthophoniste, professionnel de santé spécialisé dans l'évaluation, la prévention et le traitement des troubles de la communication, du langage, de la parole et parfois des fonctions cognitives ou de la déglutition pour des patients de tous âges. L'orthophoniste utilise des bilans normés pour comparer les performances du patient à des références établies selon l'âge ou d'autres critères, ce qui permet d'objectiver les troubles et de définir un plan de rééducation adapté. Mes amis ES, si vous êtes new sur Intensément, vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a pas une psychologie, ni une psychiatrie, mais des psychologies et des psychiatries. Il y a dans ces disciplines énormément de courants, d'obédience, de manières de penser, de théories, de manières de les appliquer, de thérapies, etc. Certains de ces courants se complètent et puis certains s'opposent durement. Mais il y a un courant en France, un courant qui a longtemps dominé, c'est celui de la oh, j'y arrive pas. Je vais respirer, respire, Raph, respire. Celui de la psychanalyse. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. La vision rétrograde et les théories obsolètes de la psychanalyse sont accusés de tous les maux et sont surtout accusés de ne pas prendre en compte toutes les avancées de notre monde moderne. Les médias relayent de plus en plus les critiques sur cette discipline, le fait que cela se base à l'origine sur les mensonges de ses fondateurs, et tout particulièrement Sigmund Freud, évidemment, que ces théories que je qualifie volontiers, mais c'est mon avis, de fantaisie pédopornographique ésotérique, sont pour beaucoup délirantes. On souligne aussi son inefficacité, et je parle toujours de la psychanalyse, et ses dérives dangereuses. Par exemple, la mise en cause en permanence des parents dans les problèmes des enfants, et en particulier, vous l'avez deviné, des mères. Ce qui a mené la psychanalyse à son apogée, a affirmé que l'autisme était causé par des mères froides, le fameux concept de mère réfrigérateur qui a créé de nombreux drames et qui a été depuis largement abandonné à la fois par les psychologues, les psychiatres, mais qui a été complètement démonté par la science, etc. Alors certes, c'est en partie grâce à la psychanalyse que l'on doit certaines avancées sur des méthodes thérapeutiques ou sur une certaine vision du monde. Mais voilà, le monde a depuis fait de nombreux tours sur lui-même, autour du Soleil, autour de la planète, et même si la Terre est plate, évidemment. Et partout dans le monde, la psychanalyse a progressivement été reléguée dans les cours d'histoire. Et puis, on dit que les psychanalystes n'arrivent pas vraiment à accepter l'existence des troubles du neurodéveloppement. Mais est-ce vrai? En tout cas, c'est dommage pour nous qui avons un TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, ou un TSA, troubles du spectre autistique, ou ce que l'on appelait autrefois, il n'y a pas si longtemps, les troubles 10, enfin bref, tout un tas de troubles qui nous intéressent. Mais voilà, la psychanalyse est encore présente un peu partout en France. Alors comment faire? Malheureusement, ou heureusement diront certains ou certaines, malgré l'avènement de nombreux autres courants, de connaissances énormes en neurosciences, les avancées des recherches et des études, la psychanalyse est encore majoritairement influente dans les universités psychologiques et psychiatriques en France, encore de nos jours. On peut même retrouver cette domination psychanalytique dans de nombreux organismes pluridisciplinaires, dont certains sont publics, comme les centres médico-psychologiques. Et c'est là que travaille notre témoin qui a décidé de rester anonyme, ce qui n'enlève rien du tout, mais du tout, à son courage et à l'intérêt de son récit, et qui va nous faire vivre ce débat de l'intérieur. Et pour cette orthophoniste qui va témoigner, et qui n'est bien entendu pas une experte en psychanalyse ni même en psychologie, l'enjeu sera de tenter de nous faire comprendre à quel point tout cela est évidemment complexe. Tout n'est pas noir ou blanc, et ce témoignage vraiment fort va nous permettre de voir quels sont les mécanismes en jeu dans ces organismes qui, rappelons-le,
s'occupe très souvent d'enfants et de parents en grande détresse psychologique et sociale, et pour ces professionnels qui y travaillent, c'est la priorité. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Alors attention, l'idée de ce témoignage n'est pas de dénoncer les personnes qui travaillent dans cet organisme, ni même les méthodes psychanalytiques qu'elles utilisent, mais d'essayer de comprendre un peu mieux qui sont ces personnes en 2025, leur point de vue et comment dans ce 21e siècle, en France, une orthophoniste peut avoir des difficultés à faire entendre le point de vue des neurosciences et des techniques contemporaines de thérapie, tout en essayant d'intégrer la vision de la psychanalyse pour pouvoir continuer à faire son travail efficacement. Donc soyez bienveillants dans vos commentaires, car c'est avec ce genre de témoignage que l'on peut, espérons-le, faire évoluer les consciences. Bonne écoute et bonne visionnade. Moi, je me suis retrouvé dans une structure psychanalytique par hasard. En fait, je démissionnais de la structure où j'étais, qui était une clinique qui s'occupait des adultes post-AVC. Donc en gros, très neuro, hein. C'était le langage, les fonctions exécutives, les troubles neurovisuels, voilà. Très neuro et très adulte. Et donc je quitte cette clinique, il faut que je trouve un travail rapidement. Et je trouve que cette annonce, en fait, qui convenait à tout ce que je cherchais, quoi. Et donc voilà, comment je me retrouve là-bas, en fait, je fais l'entretien. Donc pendant l'entretien, j'ai pas trop eu vent du courant psychanalytique, je crois pas qu'on m'en ait parlé, si tu veux. Et moi non plus, je me suis pas renseigné d'où je mettais les pieds. Mais que, normalement, c'est logique, quand on met les pieds là-bas, on sait que ce sont des structures qui, de base, avaient un esprit psychanalytique, quoi. Qui inclut la psychanalyse dans les prises en soins. Et voilà. Moi, je m'étais juste pas renseigné, en fait. J'ai vu une annonce, j'ai postulé et j'ai été prise. Voilà comment ça s'est passé. J'avais travaillé 3 ou 4 ans avec des adultes et j'avais accumulé une expertise sur les rééducations neuro qui me semblait convenable. Et en fait, là, je voulais bouger pour quelque chose qui s'approchait plus des enfants, des rééducations avec les enfants. Donc, il y avait quand même une réflexion derrière qui n'était pas juste changer de travail pour changer de travail. Mais il n'empêche qu'en fait, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, quelle était vraiment la population à l'intérieur de cette structure. Dans ma tête, je devais me retrouver face à des enfants, principalement, ayant des troubles neurodéveloppementaux, mais plutôt, voilà, dyslexie, dysorthographie, des retards de langage oral, des choses assez classiques. Et au final, c'est pas si classique que ça. Donc forcément, il y avait des dyslexies, dysorthographie. On dit plus comme ça maintenant, mais je pense que pour le grand public, c'est encore entendable. Donc on dit troubles spécifiques du langage écrit avec un déficit en orthographe ou en lecture. Et voilà, j'avais aussi des troubles du langage oral, mais en fait, il y a j'ai une grosse population d'enfants qui, par exemple, vient de l'aide sociale à l'enfance, une population d'enfants qui a des problématiques intrafamiliales qui sont assez sérieuses, des enfants porteurs d'autisme, TSA, plutôt léger, entre guillemets. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Disons que ce sont des enfants porteurs d'autisme qui sont quand même dans une communication, qui n'ont pas spécialement besoin d'être dans des structures régulières. Si on peut les voir une fois par semaine, ça tient et ça les fait progresser tout de même. Et donc, ayant une majorité d'enfants qui ont des problématiques familiales difficiles, ces enfants ont absolument besoin de thérapie. C'est nécessaire. La famille aussi a souvent besoin de thérapie. Enfin, il y a besoin vraiment d'englober les familles, d'englober les enfants pour pouvoir les amener à passer leur traumatisme, quoi. Voilà, on passe sur des simples dysorthographies, dyslexie, hop, non. Il y a souvent des choses derrière qui sont très importantes, qui peuvent prendre une place prépondérante dans leurs apprentissages. Donc, arrive l'embauche,
Tout va très bien. Je suis vraiment très bien accueilli. C'est une structure un peu familiale, en fait, carrément, hein, où tout le monde se connaît depuis très longtemps. Il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on m'intègre vraiment très très bien. Donc je suis contente. Et en plus de ça, je suis hyper stimulé parce que à chaque midi, on est tous ensemble. Le délire, c'est de manger tous ensemble. Et on analyse. On parle des patients, on analyse ce qui se passe chez eux. Et ça rebondit. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une intellectualisation qui me fait du bien à ce moment-là et qui me stimule beaucoup. Il y a des termes qui émergent que je comprends pas très bien. Si je les comprends, en fait, ou même si je vais faire des recherches dessus, je les comprends pas vraiment à l'intérieur de moi. Je sais pas comment dire. Je les conçois, je les conceptualise, mais je les comprends pas vraiment. On a des concepts de transfert, ou des mots utilisés. Moi, j'utiliserais pas ces mots-là comme psychotique pour parler de certains petits patients. Et j'avais déjà l'idée de ce que c'était quelqu'un de psychotique, mais pour moi, ça s'appliquait pas du tout à cet enfant-là de cet âge-là, tu vois. Et donc, je suis baigné dans un nouveau vocabulaire et j'écoute. J'écoute, j'apprends, et donc je comprends même là très vite hein, qu'on est dans un courant psychanalytique, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait poser un moment problème. Je me dis, bon, bah c'est leur formation, c'est leur délire, et presque c'est cool en fait. Et moi, j'ai une autre formation, voilà, et puis il n'y a aucun souci à ce moment-là, au début. Puis arrive rapidement un événement, donc c'est une toute petite anecdote, mais quand même, ça place déjà bien le contexte. En fait, je demande quels sont les matériels de test pour les enfants. Ce que je vois me plaise pas beaucoup, donc je demande si on va pouvoir me fournir un autre matériel que je demande. Et là, on me dit, ah, tu fais des bilans normés, là. Donc, je fais, oui, bien sûr, je fais des bilans normés. Ah, bah, tu feras attention parce qu'ici, on n'aime pas beaucoup ça. Et je reste un peu interloqué et je me dis, mais comment ça, ils aiment pas beaucoup ça? Enfin, tout le monde aime avoir une orthophoniste qui fait des bilans normés. Dans ma tête, je suis interloqué et je comprends pas. Vraiment, je comprends pas, mais je me dis, bon, je vais comprendre plus tard. Arrive rapidement la deuxième anecdote. On est toujours au tout début hein, de mon embauche. Peut-être un mois et demi, je sais pas. Il y a une grande synthèse, là, on se réunit tous. On est une vingtaine, peut-être une trentaine, je sais pas. Tous les professionnels, voilà, dans une grande salle de réunion pour parler des cas qu'on rencontre. Et puis, bon, ben, on est tous là, assis, et on présente. Voilà, même si j'ai déjà vu tout le monde, voilà, on assoit le fait que je suis nouvellement orthophoniste. Et là, une collègue qu'on appellera Joséphine, je pense que Joséphine reviendra beaucoup dans notre échange parce que finalement, là où je pense que j'ai réussi à dealer rapidement avec d'autres collègues psychothérapeutes et psychanalystes, ma relation avec elle a été beaucoup plus compliquée. Elle est psychothérapeute, psychanalyste, sans formation de psychologue. Et je pense qu'elle est très attachée aux valeurs de la psychanalyse et que... bon, ça a fait des étincelles à un moment donné. Mais bref, cette Joséphine donc prend la parole, me regarde et demande devant tout le monde si j'ai fait une analyse, si je suis en analyse. Et bon, je suis un peu prise de court parce que non, en fait, j'ai pas fait d'analyse. Je suis pas en analyse, en tout cas, je ne suis pas en psychanalyse. Et je pense que je me démerde comme je peux à ce moment-là. À vrai dire, je me souviens pas très bien de ce que j'ai répondu, mais je pense que je me suis pas trop mal débrouillé non plus, étant donné cette grande assemblée qui me regardait. Et ça a gêné, hein. Ça a gêné certains de mes collègues qui ensuite m'ont envoyé des messages en me disant ça va, ça a été, tu t'es pas senti trop intrusé. Mais là, je comprends. Ça y est, je commence à bien comprendre que va falloir quand même montrer patte blanche. Parce qu'en fait, je suis en train d'arriver, moi, avec connaissance zéro en psychanalyse, dans un lieu où elle prévaut partout, dans toutes les disciplines. Il n'y a pas que les psychologues qui doivent avoir cette formation psychanalytique. Il y a les orthophonistes, les autres thérapeutes aussi. Si elles n'ont pas de formation psychanalytique en tant que telle, qu'elles aient au moins suivi une analyse, ça paraît normal, quoi. Bien non, c'est pas mon cas. Et donc, je comprends que je dois... comment dire? Je commence à me sentir un peu en décalage quand même. Parce que je comprends pas très bien en fait ce qu'on me demande clairement là. Est-ce qu'on me demande d'être orthophoniste? Est-ce qu'on me demande d'être psychanalyste? Est-ce que c'est si important que je fasse une analyse? Est-ce qu'une psychothérapie suffira ou pas? Non d'ailleurs, une psychothérapie ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une analyse. Voilà.
Et bon, faut s'imaginer du coup, d'être comme ça devant 20 personnes, un peu mise à nu. Et je pense d'ailleurs qu'on ne le ferait pas avec le terme psychologue. On ne dirait pas comme ça dans une structure, bon, et dis donc, toi, c'est cool, t'es notre orthophoniste, mais est-ce que tu vois un psychologue? Non, on ne le ferait pas. Et donc, il y a quand même cette question de l'analyse. J'ai pas été traumatisé par ce moment-là, mais j'ai été, encore une fois, interloqué. Et j'ai pas compris réellement la démarche. Enfin, avec du recul, si, la démarche, c'était que si je réponds non, je suis pas en analyse, que on puisse me diriger vers des endroits où je puisse suivre une formation ou en tout cas une analyse afin d'être une meilleure orthophoniste. Donc bon, rien de très marquant ensuite au niveau des anecdotes. Je continue ma petite vie d'orthophoniste là-bas. Je me sens quand même bien dans cet environnement et je commence aussi à prendre confiance, du coup, à poser des questions. Et voilà, par exemple, pourquoi est-ce que les normes, pourquoi mes bilans ne vous intéressent pas, en fait? Et même, j'ai envie de dire, mes restitutions de bilan ne sont pas très intéressantes pour eux, parce que peut-être que je suis un peu trop sur du factuel, que je vais pas très loin dans ma réflexion, dans mon analyse, pour deux raisons. La première est que je n'ai pas de formation de psychologie, en tout cas, bon, j'ai ma formation initiale en orthophonie où il y a un peu de psychologie de l'enfant, mais nécessaire, ça l'est, suffisant, non. Et surtout, j'ai pas des capacités d'analyse comme peuvent avoir mes collègues. Et j'ai eu des questionnements parfois. Oui, mais alors pourquoi est-ce que tu penses que l'enfant a du mal à lier les syllabes? Ben, tu vois, moi je suis en mode parce qu'il est 10 en fait et que c'est compliqué. Il a du mal à repérer la place des mots visuellement. Oui, mais non, mais qu'est-ce que tu penses que ça dit de lui? Et tu vois, moi je suis en mode mais ça me dit rien de lui. Là où elles vont avoir peut-être une autre approche. Je dis elles parce que, comme dans tous ces métiers du médico-social, il y a quand même beaucoup de femmes, mais il y a des hommes aussi dans la structure où je travaille. Très peu. Donc on choisira le elles parce que le féminin l'emporte ici. Et du coup, bon, j'ose quand même poser des questions, on ose quand même se questionner. J'exprime aussi à plusieurs reprises que je suis pas dans l'analyse, que j'ai pas spécialement cette capacité d'analyser les choses comme ça, et que c'est pour ça qu'on en parle comme ça, elles me donnent, elles, leur point de vue. Et en vérité, ça se passe bien comme ça pendant quelques mois. Je comprends aussi la problématique au niveau des normes. Donc pourquoi le bilan chiffré, normé, pourquoi les diagnostics, c'est quelque chose qui les dérange. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose de l'ordre de l'idéologie. C'est que je pense, je n'en sais rien à vrai dire, mais j'ai l'impression que il peut y avoir des réunions de psychanalystes qui disent mais vous voyez maintenant tout est normé, on parle de normes, on parle de chiffres, les enfants sont devenus des chiffres, ils ne sont plus des sujets pensants et du coup les thérapeutes ne le sont plus non plus, etc., etc. Je pense qu'ils se trompent, qu'ils ont une vision un petit peu manichéenne des choses. Et je reviendrai sur cette vision manichéenne parce qu'en fait, j'ai fini par y arriver moi aussi, de fil en aiguille. La problématique de l'utilisation des normes, c'est ce que je disais, c'est le fait d'appliquer un chiffre à un enfant, à une de ses capacités. Et ça, c'est difficile parce que qu'est-ce que la norme, au final, tu vois? Ça posait ces questions-là. En vérité, c'est des questions qui sont vraiment super intéressantes, mais pas au point de faire une croix sur la nécessité d'avoir une norme, des écart-types, tout ça. Donc moi, j'ai pu aussi défendre mon point de vue à ce propos-là. Mais pour autant, je pense que mes bilans ne les intéressent pas. L'intérêt des normes, pour moi, c'est vraiment de pouvoir voir où se situe l'enfant dans sa difficulté à un instant T, mais ça me permet aussi de regarder après 1 an, 2 ans de prise en charge, si ma prise en charge est efficace. Voilà, si l'enfant passe de -4 écart type à -1 écart type, la progression est quand même très, très marquée. C'est pas génial, mais on se rapproche de la norme, c'est super. Si il reste à -2 pendant 3, 4 ans, 5 ans de prise en charge, c'est que clairement ma prise en charge n'est pas efficace. Donc pour moi, ces chiffres, ils sont très importants. C'est pas juste ma parole devant le parent de l'enfant ou devant l'enfant qui dit « Ah si, t'as progressé ». C'est non, regarde, t'as tellement progressé que vraiment t'es en train de te rapprocher d'une norme, effectivement, et c'est ce qu'on attend de toi, ou en tout cas, c'est à partir de -1 écart type jusqu'à +1 écart type, on estime que ça va, tu vas réussir à te débrouiller tout seul, à compenser, etc. Au-delà, enfin, plutôt dans les négatifs, du coup, c'est plus compliqué, tu as besoin d'aide. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer aux parents et aux enfants. Bon, je pense qu'on peut aussi expliquer ça sans avoir recours aux normes. On peut voir qu'un enfant est en difficulté sur quelque chose sans que ce soit hyper normé. Hein. N'empêche que c'est quand même toujours intéressant pour pouvoir chiffrer les choses. Fastidieux, mais intéressant.
Alors, je pense aussi, je le précise, que maintenant, peut-être les psychologues qui vont avoir un parcours psychanalytique ne vont pas forcément être dans cette pensée que mes collègues ont, parce que les temps changent et que mes collègues, elles sont assez proches de la retraite, si j'ose dire les choses comme ça. Et donc, je pense qu'elles ont commencé à travailler sans qu'il y ait toutes ces choses-là. Et donc, ça arrive comme ça, d'un coup, je pense hyper rapidement, parce que justement, les choses évoluent rapidement et que du coup, c'est peut-être un peu dur à suivre. Mais je pense que, je pense pas, en fait, même j'en suis sûr, que les psychologues, psychanalystes nouvellement diplômés ou celles qui ont peut-être une quarantaine, cinquantaine d'années ne sont pas aussi réfractaires. Il y a la question aussi du diagnostic qui est posé. J'ai vraiment l'impression aussi, dès les débuts, que poser un diagnostic sur un enfant, c'est quelque chose qui met mal à l'aise les psychanalystes qui m'entourent. En tout cas, les nouveaux diagnostics. Voilà. C'est-à-dire que poser un diagnostic d'un psychotisme chez un enfant, enfin, c'est même pas un diagnostic en tant que tel, mais ça, c'est pas gênant. Par contre, avoir l'étiquette TSA, ça, non. Vraiment, ça c'est du genre TDAH, TSA, trouble oppositionnel, ce genre de nouveaux mots. En tout cas, si c'est pas des nouveaux mots, c'est des mots qui ne sont pas spécialement utilisés dans le vocabulaire des psychanalystes. Ils sont vécus comme, je saurais même pas dire, j'ai envie de dire presque qu'il y a comme une attaque au sujet qui est l'enfant, quoi. Je sais que j'ai déjà eu des ah non mais non non, on va pas envoyer cet enfant faire des tests parce que ça c'est sûr, ils vont lui dire qu'il est TDAH. Et bon, bah, moi j'étais en mode, bah, du coup, on n'envoie pas un enfant parce qu'on veut pas qu'on lui dise qu'il est TDAH. Parce que si on dit qu'il est TDAH, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, dans ma tête, genre, il peut rien se passer de grave. Et dans leur tête, au contraire, c'est quelque chose de non, non, on va lui dire qu'il est TDAH. Et du coup, il va se conforter là-dedans, en fait. Il va vraiment, ça va être comme une identité pour lui. Peut-être même plus pour les parents encore. Bon, ben, mon enfant est TDAH. Comme quelque chose de, on perd l'idée du sujet. En soi, même si j'ai eu du mal à l'entendre, j'ai fini quand même par entendre cette façon de penser. Alors, pas aussi poussée que mes collègues, mais d'une façon un peu plus nuancée, dans le sens où il est vrai que parfois on peut accoler un diagnostic et une identité, et ce qui peut être un petit peu dommage. Et donc, petit à petit, j'ai moi-même eu tendance à parler avec mes collègues en synthèse et compagnie de symptômes et plus de diagnostics. C'est-à-dire que je ne disais plus cet enfant est dyslexique ou cet enfant a un trouble spécifique. Bah ça, je le dis pas du tout en fait, parce que là, si je commence à sortir la nouvelle nomenclature du DSM, on va me regarder avec des gros yeux. Mais même le mot dyslexie, je l'utilise plus forcément en fait. Je l'ai utilisé vraiment les symptômes que je retrouve. Là, c'est un enfant qui fait beaucoup de confusion visuelle, c'est un enfant qui a du mal avec la place des sons dans les mots, ce genre de choses. Je m'attarde aux symptômes et en fait, du coup, on ne colle pas au diagnostic et ça permet de comprendre ce qu'a l'enfant. Moi, je préfère comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrivait rapidement grâce à mes collègues qui m'ont parfois, je me souviens, moi j'étais au tout début et je leur disais, mais je pense que cet enfant, il a un trouble du spectre autistique. Donc déjà, c'est pas un terme qu'elles aiment bien utiliser, sauf si c'est vraiment autiste, du point de vue autiste pur et dur, comme il peut y avoir dans la psychanalyse. Si c'est quelque chose d'un peu flottant sur le spectre, pour eux, c'est pas de l'autisme. Et donc bref, si moi je voulais, voilà, quelque chose qui étaye ce diagnostic, vérifier si c'est ça ou quoi, vous pouvez me répondre pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin de ce diagnostic? Et cette question, elle est intéressante. Pourquoi moi, j'ai besoin du diagnostic? Et du coup, c'est aussi intéressant de le demander aux parents. Pourquoi vous avez besoin de ce diagnostic? Est-ce que l'enfant a besoin de ce diagnostic? Voilà. Alors, on sait très bien que c'est hyper important d'avoir un diagnostic, de savoir ce qu'on a. Quand on a un handicap ou quand on a une affection médicale, on veut savoir ce qu'on a. Donc, c'est important. Maintenant, la question du pourquoi, elle est aussi primordiale. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez le diagnostic du trouble du spectre autistique? Est-ce que tout va changer? Est-ce que ce serait vraiment un soulagement, au final, de savoir ça? Parce qu'il faut être conscient que le soulagement, il durera peut-être 10 jours, et qu'après vous vous rendrez compte de, bah oui, ok, d'accord, mais ça résout pas le problème. Mais non, parce que le problème, il y a les symptômes, et c'est ces symptômes-là sur lesquels il faut travailler. Et ces symptômes vont différer grandement d'un sujet à l'autre, d'un patient à l'autre. Tout ça, quand même, ça me fait bien réfléchir. Il y a des choses auxquelles j'adhère, des notions auxquelles j'adhère, des notions auxquelles j'adhère beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, j'adhère pas à la psychanalyse en tant que telle. En fait, ça ne m'a pas du tout attiré, même au moment où j'aurais pu l'être. Mais en tout cas, ça me fait me poser des questions. Et ça, c'est super cool.
Et arrive le moment fatidique où je tombe dans la grande marmite de la pensée critique. Et là, je me mets à consommer beaucoup de contenu à ce sujet. Et donc, il y a aussi beaucoup de contenu par rapport à la psychanalyse sur ces sujets-là. Et donc, le fait de consommer ce genre de contenu, ça me fait un peu l'effet inverse d'une bonne penseuse critiqueuse, quoi. Ça fait l'effet que très rapidement, je suis en refus total des notions proposées par la psychanalyse. Je trouve que c'est un courant dangereux, arriéré, qui ne porte pas ses fruits, en fait. Et donc, je me mets à vraiment repérer les failles au travail de la psychanalyse, en fait. En tout cas, de la psychanalyse, de la façon dont mes collègues utilisent les concepts psychanalytiques. Et donc, il y a plusieurs choses, hein. Enfin, j'ai un exemple assez frappant, c'est que je me souviens que, à un moment, on me fait comprendre que si un enfant a du mal à lier les syllabes entre elles, c'est parce qu'il y a un problème de lien avec la mère ou qu'il y a un problème de lien dans la famille, de lien affectif, bien sûr. Et là, dans ma tête, vraiment, je bouillonne, quoi. Je suis en mode, mais non, quoi, faut arrêter. Et en même temps, j'ai pas l'énergie de dire mais non. Je me dis, mais ces gens-là, ça fait 70 ans qu'ils pensent ça. J'exagère, 70 ans. Ça fait 50 ans qu'ils sont là-dedans. Je vais pas commencer à ramener ma science, en fait. Je suis pas d'accord avec eux, mais je me tais. Et pourtant, dans ma tête, c'est tellement logique que ça peut pas être ça. Mon patient n'est pas dyslexique parce que il a un problème de lien avec sa mère. Le patient est dyslexique parce qu'il est dyslexique. Voilà. Et surtout, certainement d'autres raisons neurodéveloppementales. Voilà, il y a énormément de raisons possibles qui, d'ailleurs, font objet de beaucoup de recherches. Il faut que la recherche s'étaye sur le sujet. Et bon, moi, je reste ouverte à beaucoup de choses, mais très peu à la psychanalyse à ce moment-là, hein. Voilà, il y a d'autres notions pour lesquelles c'est très compliqué. Sur le bégaiement, on n'est absolument pas d'accord. Sur les raisons, sur l'étiologie, il peut amener un bégaiement. Et à ce moment-là, vraiment dans ma tête, c'est moi, je peux continuer à travailler comme je veux, parce que en soi, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur une étiologie, encore une fois, on peut pas travailler sur les symptômes. Et je pense que c'est un peu ce qui a sauvé mon relation entre collègues, c'est qu'au final, on est quand même d'accord qu'il y a un symptôme sur lequel travailler. Et c'est celui-ci sur lequel on travaille. Alors forcément, si tu travailles sur le lien à la mère pour réduire les difficultés qui sont liées à l'assemblage de syllabes, à mon avis, ça va pas... Bon. Mais l'enfant, il vient me voir moi pour les syllabes. Il vient pas voir la psychologue parce qu'il a du mal à lire les syllabes. Donc, ça tombe bien, comme ça, on peut... elle fait son travail avec les enfants qui ont des difficultés de lien avec la mère, le père, ou voilà. Parce que ça peut être le cas. Attention, il peut y avoir des problématiques de lien de cet enfant et de sa maman. C'est pas juste en mode c'est la psychanalyse, donc la mère, elle est responsable. Non, parfois, effectivement, il y a vraiment des problèmes de lien à accompagner. De là à ce qu'il soit responsable de tout, bon, je ne pense pas. Mais bon, voilà. Du coup, face à ce genre d'analyse-là, je commence à être très crispé. Donc, je vais répondre à ta question, à savoir s'il y a encore des notions de... Enfin, ces choses un peu sexualisantes autour de l'enfant, de Freud et compagnie, le complexe d'Oedipe, si c'est des discours que j'entends encore. Et donc, je les entends beaucoup moins quand même actuellement. Mais au tout début de mon embauche, ouais, je pouvais les entendre et j'étais choqué. Alors, est-ce que je les entends moins et que je suis moins choqué parce que je suis habitué et que du coup, ça me saute moins à l'oreille? Ou est-ce que ils en usent moins aussi? Ouais, je pense qu'ils en usent moins. Mais ouais, je pouvais entendre des choses de l'ordre de tu sais, des enfants très agités qui vont être dans une espèce voilà, ils sont dans l'excitation, sous-entendu dans l'excitation sexuelle, mais quelque chose de refoulé. Bien sûr, c'est pas une excitation du plaisir sexuel en tant que tel, c'est pas comme ça qu'ils voient la chose. Tu sais, avec les différents stades, stade oral, stade anal, stade tout ça, bon. Voilà. Donc ça, j'étais souvent assez choqué, parce que moi, effectivement, j'étais plus dans le non, on est dans l'hyperactivité. En fait, cette personne est agitée parce qu'elle ne gère absolument pas ses émotions ou ce genre de truc, quoi. Le complexe d'Oedipe, il est rarement évoqué en tant que tel. Donc, voilà. Donc, on a les concepts de castration, ça, clairement. Après, il y a beaucoup l'inconscient, le transfert. Moi, le transfert, j'ai mis un autre mot dessus que le transfert. J'ai mis l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire que quand eux, ils me parlent de transfert, moi, je me dis, toi, dans ta tête, c'est alliance thérapeutique. Ce mot-là veut dire ça. Bon, la vérité, c'est que ce mot-là veut pas vraiment dire ça, mais pour moi,
Voilà. J'ai dû transformer aussi certains termes comme ça pour qu'on puisse, dans ma tête, parler le même langage. Et il y a autre chose, et oui, et l'inconscient. Et ça, l'inconscient, je t'avoue que c'est un concept qui me plaît aussi. On savait qu'il y avait des choses qui étaient en dessous de la conscience. Mais bon, là, il y avait un mot qui était nommé, inconscient, subconscient, conscient. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'inconscient chez nous. Voilà, et ça parle aussi du déni. On parle beaucoup, beaucoup de déni là où on est. C'est des choses auxquelles moi j'accède, que je comprends, que je vis. Voilà, quand moi je fais des rêves qui sont un peu extraordinaires, un peu bizarres et qui reprennent ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie, sans même que j'ai spécialement pensé à ces moments-là. Cette notion d'inconscience, ce cerveau qui travaille en arrière-tâche, quoi. Il y a quelque chose qui travaille. Donc j'accède beaucoup à cette notion-là et on en parle beaucoup de l'inconscient. On parle aussi beaucoup des notions de narcissisme, de perversion, sans parler du trouble de la personnalité perverse, du trouble de la personnalité narcissique ou ce genre de choses. Voilà, on parle des choses comme, voilà, c'est il y a une forme de narcissisme, il y a une forme de perversion, il y a une forme de ci, il y a une forme de ça. Voilà pour les concepts qui reviennent plus régulièrement. Bon, après, je précise quand même, parce que justement, je veux pas tomber dans le manichéisme et que je pense qu'en fait, on peut carrément intégrer la psychanalyse à d'autres thérapies. Et d'ailleurs, ce serait plus intéressant d'être un psychologue, psychothérapeute qui utilise les outils de la psychanalyse ou certains vocabulaires de la psychanalyse qui sont, à mon avis, à garder ou peut-être à retravailler, mais qui sont OK. Alors, l'inconscient, par exemple, moi, je trouve ça OK. Est-ce que ça l'est ou pas, je sais pas, mais moi, je trouve ça OK, perso. Et intégrer également d'autres méthodes ou d'autres courants, quoi. Être psychologue, psychanalyste, qui fait des TCC, pourquoi pas. Enfin voilà, en fonction de l'enfant qu'on reçoit. Ça me semblerait pas trop déconnant, en fait. Il faudrait juste que chacun s'ouvre. Il faut que les cœurs restent ouverts. Et je disais ça pour dire qu'il y a quand même du vocabulaire sur lequel on s'entend. Alors, il y en a peu, mais il y en a qui sont juste psychanalystes sans formation de psychologue. Mais la plupart sont quand même psychologues ou psychiatres. Donc, ils ont quand même une formation solide, soit médicale, soit en psychologie. Et donc, on parle le même langage à plusieurs niveaux. Voilà, quand on va parler d'autisme, on va quand même pouvoir parler de stéréotypie, on va pouvoir parler d'attention conjointe, on va pouvoir parler de théorie de l'esprit, enfin, de ce genre de choses. Et on parle exactement le même langage et on sait de quoi il s'agit, quoi. C'est pas des... On se comprend quand même, quoi. S'il y a des mots de vocabulaire qui sont vraiment attribuables, ou des analyses qui sont vraiment attribuables au courant freudien ou au courant lacanien, il y a quand même une base en psychologie où tout le monde est à peu près d'accord. Donc c'est quand même pratique et c'est quand même tant mieux. Voilà. Je suis pas dans une secte où il y a tout le refus du jargon médical ou psychologique. On n'en est pas là. Et d'ailleurs, je pense que le travail là-bas est bien fait. C'est-à-dire qu'au-delà des analyses qui peuvent être faites et des choses qu'on parle entre nous, entre thérapeutes, c'est pas des choses que les psychanalystes disent à l'enfant ou disent aux parents. Voilà, là, votre enfant est dans l'excitation sexuelle. Enfin, non, c'est pas des choses qui sont dites. Et en fait, du coup, les collègues travaillent ces choses-là comme il faut les travailler avec les outils qu'elles ont, sans instiguer leur analyse ou, je sais pas, leur vocabulaire, quoi. Un enfant ne ressort pas de thérapie en parlant le vocabulaire freudien ou lacanien. Donc, voilà. Faut regarder, est-ce que ça se passe bien en séance? Est-ce que cet enfant, ça se passe bien avec ce thérapeute? Oui, et j'ai énormément de thérapeutes qui sont bienveillants là où je travaille. Et les enfants sont très attachés à ces thérapeutes parce que justement, je pense qu'il y a cette idée de transfert aussi chez les psychanalystes. Et comme il est primordial que le transfert soit positif ou négatif, c'est-à-dire que même s'il y a un transfert relativement négatif, imaginons l'enfant déteste, il vient toutes les semaines, il aime bien venir, mais dans le bureau, il déteste son thérapeute, tu vois. Bah, ça, on va être sur un transfert plutôt négatif, mais le thérapeute va travailler ça justement et de façon bienveillante. Et le fait que je travaille avec des personnes bienveillantes qui sont vraiment concentrées sur qui est cet enfant. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il aime, comment il évolue, tout ça, bah voilà, c'est positif. Et je ne sais pas ce qui se passe dans le bureau de mes collègues, mais je vois quand les enfants ressortent et je vois qu'ils sont contents, satisfaits, et que certains des enfants sont très 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 attachés à leur thérapeute, et que nous on a des enfants dans des situations très difficiles, comme des enfants de l'aide sociale à l'enfance, hein. Et quand ils peuvent avoir leur thérapeute à eux qui les reçoit toutes les semaines, qui est disponible, avec qui ils peuvent parler de tout et de rien, psychanalyste ou pas psychanalyste, c'est nécessaire.
mais j'ai pu voir aussi en réunion des moqueries. Des moqueries par rapport aux thérapies qui sont nouvelles, entre guillemets, parce que je pense pas qu'elles sont nouvelles, mais comme elles commencent à se démocratiser, voilà, on en parle de plus en plus. J'ai eu des collègues qui se moquaient un petit peu, oh, les TCC, nanana. En gros, quel est le problème avec ça, par exemple? Et le problème avec ça, pour les psychanalystes, c'est que, en fait, c'est comme si on éduquait. En fait, on est dans l'éducation de, voilà, il y a un stimulus, tu dois avoir cette réponse à ce stimulus, comme si on faisait avec un chien, comme si on faisait avec un animal, ou tu vois. Et c'est ça qui les perturbe beaucoup, en fait. Et en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça dépend du problème. Moi, je suis pas du tout contre ça. Au contraire, si l'enfant est vraiment tétanisé par le fait de prendre un ascenseur, et que malheureusement, il habite au 10e étage, bon, peut-être que l'urgence est de le désensibiliser à cet ascenseur. Et ensuite, travailler sur qu'est-ce qui a pu se passer à l'intérieur de sa vie pour qu'il ait peur de cet objet-là. Mais d'abord, on désensibilise, ensuite on travaille. Bon, on peut aussi décider de travailler directement sur qu'est-ce qui a pu provoquer ça et comment on fait pour dénouer un peu les soucis, mais ça prend plus de temps. Et malheureusement, monter 10 étages, les descendre par jour, bah c'est chiant. Est-ce qu'on a le temps? Voilà, c'est la question que moi je pose en tout cas quand je vois le recul de la TCC. Il y a d'autres choses, hein, le MDR par exemple. Donc il y a quand même aussi un certain refus des nouvelles thérapies parce qu'elles justement ne jouent pas sur l'inconscient, parce qu'elles ne prennent pas en compte le transfert, parce qu'on est sur... Je pense qu'ils voient ça un petit peu comme un truc de dictateur presque, tu vois. T'as des sujets, c'est tous les mêmes, on leur fait de l'EMDR et ils vont mieux, tu vois. Et forcément, ça leur convient pas parce qu'ils partent du principe qu'un sujet, il est fait dans toute sa complexité et que ces choses-là ne peuvent pas fonctionner réellement parce qu'elles ne prennent pas l'enfant ou l'adulte dans toute sa complexité. Et donc c'est pareil, peut-être que elles le savent très bien, mes collègues, elles ou ils, hein, comme on est plus de femmes, je dis elles, que les psychologues prennent le patient dans sa globalité et dans ses spécificités. Je pense que c'est quelque chose qui est appris très tôt dans les écoles de psychologie et que c'est nécessaire. Donc elles doivent le savoir, mais c'est la méthode, c'est les méthodes qui les perturbent. Et en même temps, parce que je pense qu'effectivement, toutes ces thérapies ne marchent pas avec tout le monde, justement, il faut trouver quelle est celle qui fonctionne le mieux pour chacun. Mais justement, il devrait avoir le recul de se dire, bon, la psychanalyse ne marche pas non plus forcément pour tout le monde n'est pas prêt à avoir le recul suffisant sur soi pour que l'analyse fonctionne. Et d'où le fait que pour moi, il faut croiser les compétences. Et je trouve ça très dommage aussi, le refus je dirais des anciens psychanalystes face aux nouvelles méthodes. Parce que je pense que les nouveaux, ceux qui vont être formés, vont voir que ces méthodes peuvent fonctionner chez certains et ne sont pas du tout dans le refus d'utiliser diverses méthodes. Enfin, d'ailleurs, j'ai une amie psychologue qui se sert des outils de la psychanalyse, qui se sert des outils de la TCC, de l'EMDR, voilà, elle se forme régulièrement aux différentes méthodes pour pouvoir les appliquer. Donc, je suis assez persuadé de ce que je dis quand je dis que les cœurs vont s'ouvrir. Alors, tout n'est pas tout rose non plus. On a bien sûr pu avoir des mères, principalement c'est quand même des mères qui se sont senties culpabilisées et qui ont quitté la structure. C'est rare, c'est arrivé peu de fois, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi, j'ai l'impression, dans le courant psychanalytique, quoi. C'est-à-dire que lorsque tu viens pour ton enfant, on va peut-être te faire comprendre que tu as quand même une grande part de responsabilité dans ce que tu ressens par rapport à ton enfant, et peut-être que l'enfant, il va pas très bien à cause de ça, et ci et ça. Je pense que des fois, c'est pas juste. On n'est pas dans la justesse. Des fois, c'est peut-être juste, mais en fait, il y a des manières d'amener les choses. Et la manière d'amener les choses en remettant la responsabilité sur un parent quand il vient pour demander de l'aide, c'est compliqué. Il faut le laisser faire son chemin au parent. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans la psychanalyse. C'est courant, quoi. D'ailleurs, des parents vont pouvoir dire ça, se sentir culpabilisés, alors que quand ils vont aller sur des choses qui vont beaucoup plus être psychothérapeutiques, mais moins dans l'analyse, plutôt dans la psychologie positive, quelque chose d'au contraire très valorisant pour le parent, qui prend bien en compte les difficultés du parent, et donc du coup, le parent se sent ensuite en confiance pour travailler éventuellement sur les choses qui n'arriveraient pas à mettre en place. C'est contre-productif d'amener la culpabilité chez un parent, déjà parce que souvent il se culpabilise tout seul. Donc je pense qu'au contraire, il faut travailler à déculpabiliser le parent et faire attention à ce qu'on projette, à ce qu'on dit pour que justement il ne se sente pas culpabilisé davantage. Pour moi, c'est là un peu tout le travail d'un bon thérapeute, de faire très attention à ce qu'il pense et à ce qu'il dit.
Donc voilà, parfois les méthodes mériteraient d'être un petit peu changées. Tout le monde n'est pas prêt à se faire culpabiliser. Et d'ailleurs, j'ai pu aussi vivre un peu ce sentiment, donc pas en tant que maman, mais en tant que collègue. J'ai eu une situation compliquée avec un parent qui me faisait peur et qui me mettait vraiment dans une situation de malaise suffisamment pas contrôlable pour que je ne veuille plus prendre son enfant. Et donc, c'est des choses dont j'ai discuté en équipe, forcément. Et en fait, si j'avais des collègues qui quand même me disaient, bon, ok, c'est ton choix, si tu veux arrêter, tu arrêtes, voilà, on donnera la prise en charge à quelqu'un d'autre. J'ai eu quand même des personnes, et ceux qui étaient plus dans la psychanalyse, qui en fait m'enjoignaient à travailler sur moi, afin de continuer à prendre cet enfant, quoi, parce que le transfert est fait avec moi, parce qu'on n'arrête pas une thérapie comme ça se passe mal, c'est normal d'avoir des fois où ça se passe pas bien. Et là, moi j'étais, mais non, je veux pas travailler sur moi pour ça, en fait. J'étais persuadé, à ce moment-là, que le problème ne venait pas de moi, venait du parent en question qui me mettait mal à l'aise, et que peu importe le travail que j'allais faire sur moi, en fait, je resterais mal à l'aise face à ça, mes limites étaient dépassées. Et donc voilà, c'est ce truc qui est, oui, mais voilà, faut travailler sur toi, et presque en fait, est-ce que finalement, t'as pas un peu provoqué, quoi? Je pense que ça n'a pas été dit comme ça, mais je l'ai un peu vécu comme ça. C'est-à-dire que si moi je peux travailler sur moi pour que ce parent change de comportement, ça veut dire que c'est moi qui suis maître de la situation. Bon, je pense pas que j'étais maître de cette situation, avec du recul toujours pas, et je pense que j'ai bien fait de faire la passation de ce patient à une collègue, parce que le parent en question est resté dans le déni jusqu'au bout, quoi. Et que pour moi, si j'avais continué, ça serait allé beaucoup plus loin, et ça aurait pu être très délétère, que ce soit pour l'enfant, pour moi, pour ce parent, quoi. Voilà. Il y a eu une confusion générale, et donc il fallait stopper la confusion générale en arrêtant la prise en charge avec moi, et pas en travaillant sur moi. je, ça, je reste persuadé que ça n'aurait servi à rien. Et donc je pense que parfois, des parents peuvent ressentir un peu ça. Voilà, mon enfant ne va pas bien, oui, ben alors nous allons travailler sur vous. À l'inverse, j'ai vu une thérapie géniale et monstrueuse, une psychologue psychanalyste. Quand je dis monstrueuse, c'est parce qu'elle était, pour moi, elle est énorme. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réussi à faire avec un des parents était génial. Le parent, sans doute quelque part sur le spectre, avait beaucoup de difficultés avec ses enfants. Et ça a été un travail de longue haleine, mais un travail qui a vraiment porté ses fruits. Et qui, en portant ses fruits sur ce parent, ici c'est une maman, mais c'est aussi la personne qui est le plus en lien avec les enfants. Et vraiment, le changement chez l'enfant s'est opéré grâce au changement chez la mère. Donc ça paraît évident, hein, si le parent a du mal à être en lien avec son enfant, ou a du mal à mettre des choses en place, forcément ça se répercute quelque part chez l'enfant. Et là, la thérapie a vraiment été efficace, et je remarque de mois en mois un changement très efficace. Donc, il y a du bon. Il y a du bon, et il y a des personnes pour qui ça fonctionne, et que ça fonctionne très très bien. Il y a aussi des moments où, malheureusement, j'ai eu l'impression que mon métier n'était pas valorisé à sa juste valeur. J'ai pas forcément un ego surdimensionné, hein. Je pense qu'il, voilà, mais quand même, j'ai pu avoir, à un moment donné de mon expérience, une psychanalyste qui, lors d'une réunion, loue les bienfaits de sa thérapie, puisque tel petit enfant autiste qui était très stéréotypé et qui avait très peu de langage, maintenant, voilà, grâce à la thérapie, c'est beaucoup mieux. Et un peu compliqué pour moi à ce moment-là, parce que cet enfant, effectivement, je l'ai reçu, vraiment, il ne voulait jouer qu'à un seul truc, il ne parlait pas. J'ai directement instigé le truc de non, 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 on joue tous les jours à un jeu différent, et on travaille sur le langage, ça d'arrache-pied pendant 2 ans, une période dans laquelle, en plus, cette collègue a été en arrêt maladie, hein. Il s'agit toujours de Joséphine, avec qui, finalement, c'est la collègue avec qui j'ai le plus de difficultés, et je pense que c'est le collègue qui est le plus ancré dans ses croyances psychanalytiques, en fait. C'est plus juste un outil pour elle, on est presque dans la vie de psychanalyse. Et ouais, là, c'est difficile. Là, c'est difficile parce qu'en fait, elle attribuait les réussites de cet enfant à la thérapie, là où je pense que c'est un travail d'équipe. Déjà, il voyait pas que moi, cet enfant, il voyait aussi une psychomotricienne. Il voyait cette dame, il l'a pas vue pendant très longtemps puisqu'elle était en arrêt maladie.
Et moi, quoi, quand même, j'étais là. J'étais là pour le langage, pour ce genre de choses. Ça, c'est dur. C'est dur parce que je pense aussi que cette collègue est très, très au fait que moi, la psychanalyse, ça me... Voilà, moi, je fais mon métier d'ortho, hein. J'utilise pas ces outils du tout. Alors, forcément, quand on parle, des fois, j'ai des enfants qui se confient. Et des fois, je prends un peu plus la place de psychologue, hein, proprement parler. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus à moi qui se confie qu'à leur psychologue. Et donc, dans ces confidences, je suis à l'écoute, je donne ou non des conseils, mais pas du tout dans l'analyse, quoi. Et d'ailleurs, ensuite, quand on parle du patient, j'ai beaucoup de difficultés à être dans l'analyse de pourquoi est-ce qu'il est comme ci, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi il pense ça, quel est le lien avec son enfance, ses parents, tout ça. Parce que je me pose pas la question, en fait. Ça, elle le sait. Et je pense que du coup, elle a pu estimer, à certains égards, que ce que je faisais avec les enfants n'était pas très efficace, quoi. Elle a pu le dire, même pour encore un autre enfant. Et elle l'a dit en ces termes. Bon, si ça fait des ans que tu le suis et qu'il n'y a aucune évolution, peut-être que, voilà, peut-être qu'il faudrait un peu me laisser la place. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai laissé la place. Qui était ensuite critiqué. Enfin, en fait, tu vois, j'étais dans un mode de, je fais quoi, en fait? Je fais quoi avec toi? Comment est-ce qu'on travaille toutes les deux, malgré nos différences? Les problèmes relationnels avec cette personne sont en train de se régler et d'être beaucoup plus apaisés. Parce qu'au contraire, je pense qu'il y a une situation qui nous a reliés et où, au final, mon analyse était juste, mais c'est aussi parce que j'ai repris le vocabulaire de la psychanalyse, quoi. Voilà, c'est un enfant très, à mon avis, très TDAH, qui, en plus, était dans quelque chose de l'ordre d'une tristesse profonde. Et donc, il a reçu un diagnostic que cette collègue a un peu balayé du revers de la main, quoi. Et elle m'avait dit, et toi, t'en penses quoi? Et je lui ai dit, écoute, je peux pas te dire si il est TDAH ou pas, c'est pas mon travail, mais ce qui est sûr, c'est que il y a une certaine hyperactivité, impulsivité, et que moi, je repère une certaine forme de tristesse, et que ça se trouve, c'est cette tristesse-là qui entraîne, qui majore l'agitation, quoi. Et au début, elle était en mode, non, cet enfant, il est pas triste et compagnie, bon, ok, oh. Et au final, en voyant l'enfant et en parlant avec lui, elle a repéré qu'effectivement, il y avait quelque chose d'assez dépressif chez cet enfant. Et le fait que, du coup, mon analyse soit assez juste a fait que nos relations ont pu par la suite s'améliorer. Elle a peut-être pu se rendre compte que j'étais peut-être pas si débile que ça. Voilà. Et donc, même si on ne parle toujours pas le même langage, on a pu apaiser nos relations sur le fait que c'est pas parce que j'ai pas les outils que je ne peux pas voir quand même certaines choses. Et aussi, c'est pas parce qu'il y a le diagnostic de TDAH que je l'accepte ou que je l'accepte pas moi en tant qu'orthophoniste, que ça change quoi que ce soit, que c'est si grave que ça, qu'on ait mis ce diagnostic-là chez cet enfant, quoi. Je sais pas si je l'ai précisé, mais du coup, ça a été diagnostiqué par la suite, pur et dur TDAH. Pour moi, il l'était. J'ai pas arrêté de le dire pendant des années. Ils ont fini par faire les tests, et voilà, quoi, il a été diagnostiqué. Oui, ils ont très très conscience des critiques qui sont apportées à la psychanalyse. Et je pense qu'en fait, c'est aussi ça qui peut les rendre si virulents en réponse à ces critiques. Comme la psychanalyse est critiquée et qu'elle est critiquée de manière violente, la réponse est violente. Voilà, et je pense qu'ils sont même tristes. C'est vraiment, eux, ils estiment la psychanalyse. Ils sont tristes que le château commence à tomber et que on critique les concepts, alors que ces concepts-là ont quand même permis de faire des belles découvertes. Finalement, peut-être que si on en est là au niveau de la psychologie, peut-être que la psychanalyse, peut-être que Freud a beaucoup aidé, mine de rien. Moi, je me souviens, j'avais eu aussi un entretien avec mon boss où je lui avais dit que je me sentais pas spécialement légitime à prendre beaucoup la parole et à m'exprimer parce que j'avais l'impression que moi, mes connaissances, elles étaient peut-être un peu plus sur ce qu'on apprend de nouveau sur les neurosciences et compagnie, mais que ça, c'était pas... que soit on s'y intéressait pas spécialement ici, soit carrément c'était dévalué. Et puis je pense qu'il faut qu'on aille main dans la main entre ce qu'on apprend de nouveau et la psychanalyse. Et ça avait créé un truc de rejet chez elle. Elle m'avait dit, oui, écoute, on va pas non plus jeter bébé avec l'eau du bain. Sous-entendu, on va pas jeter toute la psychanalyse à la poubelle, quoi. Et c'est pas ce que je voulais dire du tout. Du coup, je lui ai répondu sur la même métaphore. Je lui ai dit, je pense pas qu'il faut jeter l'eau, je pense qu'il faut en rajouter. Et c'est pareil, elle avait compris, je pense, un peu là où je voulais en venir au final. Mais c'est justement ces critiques qui apportent cette fermeture-là. Hein. Je pense que c'est exactement comme dans les débats que tu peux avoir parfois entre athées et croyants. Si tu pars du principe que la croyance de l'autre n'est pas la bonne, qu'elle est néfaste, que ci, que ça, automatiquement ton débat il va tout de suite partir en pugilat. Alors que si chacun s'intéresse à comment tu perçois la vie,
finalement, le débat va être beaucoup plus souple et chacun va rester soit dans sa croyance, soit dans ses convictions. Et c'est pas grave, mais les choses peuvent se croiser et donner des résultats beaucoup plus efficaces que le fait d'être toujours dans la critique de l'un ou de l'autre, en fait. Et donc, ils en ont purement conscience, parce qu'il y a le livre noir de la psychanalyse qui a quand même fait, je pense, des remous. Et à l'intérieur de là où je travaille, il y a l'anti-livre noir de la psychanalyse qui critique les thérapies, mais qui aussi veut dire non, on est bon, presque, pourquoi pas, on est les meilleurs. Bon. En fait, c'est le problème, c'est ce que je soulevais tout à l'heure, c'était le truc de, c'est pas parce que on accède à une méthode plus qu'à une autre, qu'à l'intérieur du bureau, les choses se font mal. Tu vois, il va y avoir, imaginons, toi tu veux emmener ton enfant chez un psy, et tu te rends compte après qu'il est psychanalyste, ça fait 6 mois, mais ton enfant l'adore, et c'est génial, ton enfant évolue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah bah non, on arrête tout parce qu'en fait elle est de trucs psychanalytiques, ça me plaît pas, on va voir quelqu'un d'autre. Je pense pas. Tu vas laisser ton enfant avec cette thérapeute avec qui ça se passe très bien. Par contre, à l'inverse, si t'avais appris avant qu'elle était psychanalyste, t'aurais fait, ah non, 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 surtout pas, je veux pas la voir. Comme si, en fait, cette notion-là d'être soit thérapeute de psychologie positive, soit psychanalyste, soit TCC, soit j'en sais rien, influait réellement sur le lien entre le thérapeute et le patient et ce qui peut se passer de bien. Et faut faire attention, quoi. Donc c'est cette différence entre la méthode me perturbe, mais le psychologue en lui-même me perturbe pas forcément. Parce que moi, je suis vraiment, j'ai un regard extérieur, et en plus, c'est un regard extérieur qui a été très influencé par les outils de la pensée critique, enfin tout ce que j'ai pu regarder dessus, qui a critiqué très fort la psychanalyse. Donc c'est un regard extérieur, même si j'ai envie que ce regard soit doux, parce que je sais qu'on fait du bon travail, ça reste un regard un peu biaisé. Et les collègues sont d'autant plus au fait que les choses sont très très en train de changer, puisqu'on a eu de la part de médecins autour de nous qui pu dire à des patients, mais la thérapie ici n'est pas adaptée à ce que présente votre enfant. Il vous faut des TCC, des machins et tout, vous ne l'aurez pas dans cette structure, parce qu'ils sont de courant psychanalytique. Donc les choses bougent vraiment, et là ça bouge tellement qu'on est en train de dire aux patients de ne pas venir chez nous. Et du coup j'ai envie de lever la main en disant « Eh oh, je suis là, venez quand même !» Les choses ne sont pas si horribles que ça. Un grand merci donc à la personne qui a témoigné. Véritablement, vous ne pouvez même pas imaginer le courage que ça demande et le travail que ça demande pour faire ces récits. Et puis si cela vous apporte quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas que vous pouvez faire les gestes qui aident pour Intensément, qui en a bien besoin, et je vous en remercie intensément du fond du cœur. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.